C'est un soir d'été paisible dans le quartier de Queens, à New York. Un quartier où les familles terminent leur repas, les enfants jouent dans les rues encore chaudes et l'air est empli de bruit d'un voisinage vivant mais tranquille. Mais bientôt, la sérénité est brisée par un cri perçant, terrifiant, qui résonne dans la nuit. Des portes s'ouvrent, des lumières s'allument et les voisins, curieux, se regroupent, chuchotant, inquiets. Dans une rue tranquille, des policiers sont en mouvement. Une lueur de gyrophare éclaire des visages figés de peur et de stupeur. 2 enfants, Eddie et Missy, ont disparu, arrachés de leur lit sans explication. La rue entière plonge dans une atmosphère d'incrédulité et de suspicion. Qui aurait pu commettre un tel acte ? Comment cela a-t-il pu arriver ? Aujourd'hui, nous pénétrons ensemble dans les mystères sombres et troublants de l'affaire Alice Crimmins. Nous sommes le 14 juillet 1965, en plein cœur d'un été new-yorkais particulièrement chaud. Dans le quartier modeste de Kew Garden Hills, situé dans le Queens, un calme règne. Les résidents commencent leur matinée. Pourtant, un drame inattendu vient bouleverser cette routine. Vers 9h du matin, Alice Crimmins, une femme de 26 ans, contacte la police. Elle signale la disparition de ses 2 enfants, Eddie, 5 ans, et Missy, 4 ans, dont elle ne trouve plus une trace au réveil. Lorsque les officiers arrivent dans son appartement, ils sont accueillis par Alice, elle-même, une femme au physique soigné et une apparence sophistiquée qui contraste avec le profil habituel des mères du quartier. Vêtue d'une robe élégante, le maquillage impeccable, elle semble inhabituellement calme. Dans l'appartement, les policiers découvrent la chambre des enfants, avec des lits défaits et une fenêtre ouverte. Une première question leur traverse l'esprit. Est-il possible que les enfants soient sortis d'eux-mêmes ? Alice affirme qu'elle a couché ses enfants à 20h la veille et qu'ils étaient endormis la dernière fois qu'elle les a vus. Le passé familial des Crimmins devient rapidement un point central de l'enquête. Séparée de son mari, Edmund Crimmins, Alice mène une vie qui attire l'attention. Le couple, malgré une séparation officielle, vit dans une relation marquée par les disputes violentes et les accusations mutuelles. Edmund est connu pour son caractère possessif et ses accusations répétées envers Alice, qu'il décrit comme une mère indigne, négligeant ses enfants pour ses sorties nocturnes. Les voisins, interrogés par la police, dressent un portrait ambigu de la jeune mère. Certains la décrivent comme distante et plus préoccupée par son apparence que par le bien-être de ses enfants. D'autres, cependant, assurent qu'elle est aimante et attentive. Cette dualité intrigue les enquêteurs, qui commencent à douter de la version qu'elle présente. Le quartier de Kew Garden Hills, jusqu'alors calme, est plongé dans une ambiance tendue. Les voisins échangent des regards inquiets, chuchotent et spéculent sur cette disparition. Certains murmurent que la famille Crimmins cachait peut-être des secrets troublants. Vers 14h, la tension monte d'un cran lorsque le corps de Missy est retrouvé dans un terrain vague, à quelques rues de l'appartement familial. Recouverte partiellement de feuilles et de branches, elle est découverte par un adolescent qui prévient immédiatement la police. La petite Missy est morte et son autopsie révèle des signes de strangulation. Alice est appelée pour identifier le corps de sa fille. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, les policiers observent avec stupeur son attitude. Elle reconnaît Missy, sans montrer de signes de douleur ou de désespoir. Elle confirme l'identité de sa fille avec un simple hochement de tête. Un comportement que les policiers notent soigneusement dans leur rapport. Ce comportement, que certains interprètent comme une froideur inhabituelle, commence à éveiller de vifs soupçons parmi les enquêteurs. Dès les premiers jours de l'enquête, les soupçons se tournent de plus en plus vers Alice. Sa personnalité mystérieuse, son style de vie apparemment détaché de ses responsabilités maternelles et ses disputes constantes avec son ex-mari font d'elle une figure idéale pour les soupçons. Les policiers commencent à surveiller ses moindres faits et gestes, cherchant le moindre indice qui pourrait le relier au meurtre de sa propre fille. Alice est interrogée pendant des heures. Les détectives veulent comprendre pourquoi elle semble si peu affectée par la disparition et la mort tragique de sa fille. Elle explique qu'elle est simplement sous le choc, que sa façon de réagir
n'est pas celle que l'on attend, mais qu'elle est bel et bien dévastée. Cependant, ces déclarations sont perçues comme des rationalisations, et cela la place encore plus au centre de l'attention des enquêteurs. Edmund, lui aussi, est interrogé. Il affirme n'avoir aucune idée de ce qu'il a pu arriver aux enfants, mais il ne manque pas de critiquer son ex-femme, alimentant les soupçons, bien qu'il ait un alibi pour la nuit de la disparition. Il n'hésite pas à faire des déclarations publiques, affirmant qu'Alice est une femme égoïste et égocentrique, peu apte à élever leurs enfants. Le corps d'Eddie est finalement retrouvé plusieurs jours après celui de sa sœur, dans un bois, proche du lieu où reposait Missy. Sa mort est également le résultat d'une strangulation. L'horreur s'intensifie pour la communauté de Key Garden Hills, qui commence à voir cette affaire comme un sombre mystère. Les funérailles des 2 enfants sont organisées conjointement. Les voisins, la presse et même des inconnus se rassemblent pour rendre hommage aux victimes. L'ambiance est lourde de chagrin et Alice, vêtue de noir, reste étrangement calme. Son visage, impassible, ce qui choque encore davantage l'opinion publique. Les médias se déchaînent sur cette affaire. Les photographies d'Alice lors de l'enterrement circulent dans la presse nationale, qui la décrivent comme une femme sans cœur, voire coupable. La beauté glaciale d'Alice devient un thème récurrent des articles. Pour la police et les journalistes, elle incarne presque un mystère à résoudre juste en elle-même. Comment une mère peut-elle demeurer aussi stoïque face à la mort de ses enfants? Après la découverte du corps de Missy, les enquêteurs du NUPD déploient une importante équipe pour élucider cette tragédie. Les premiers jours de l'enquête se concentrent sur la famille et l'entourage proche. Lors de ses premiers interrogatoires, Alice donne des réponses brèves et précises. Elle explique avoir couché les enfants vers 20h la veille de leur disparition et ne pas avoir quitté l'appartement de la nuit. Mais rapidement, des contradictions dans ses récits suscitent l'intérêt de la police. Elle est interrogée plusieurs fois et à chaque fois, des détails diffèrent légèrement, notamment sur ses allées et venues de la veille. Les enquêteurs se tournent également vers Edmund, l'ex-mari d'Alice. Un homme au tempérament impulsif qui accuse sa femme d'être irresponsable et infidèle. Cependant, Edmund possède un alibi solide pour la nuit du drame, ce qui le disculpe provisoirement. En revanche, son témoignage sur le comportement d'Alice alimente le soupçon. Selon lui, Alice aurait une vie cachée, marquée par des sorties nocturnes et des liaisons discrètes. Les policiers élargissent leur investigation. Ils interrogent voisins, amis et connaissances d'Alice. Certains décrivent une femme amicale, mais distante avec ses enfants, tandis que d'autres parlent d'une mère aimante. Ces témoignages contradictoires dressent un portrait flou de la jeune femme, et la police reste incertaine sur sa culpabilité. À mesure que l'enquête avance, la police récolte quelques éléments qui semblent accabler Alice. Une analyse de la chambre des enfants révèle des traces d'effraction minimes et les policiers pensent que la fenêtre a été ouverte de l'intérieur. Cela les amène à suspecter que la disparition des enfants pourrait avoir été planifiée et orchestrée par quelqu'un de l'intérieur de la maison. La police découvre également plusieurs témoignages de voisins qui affirment avoir vu Alice sortir tard le soir, souvent habillée de façon élégante. Certains indiquent même avoir entendu des disputes fréquentes entre Alice et Edmund, des cris audibles depuis leurs appartements. Des témoins prétendent avoir vu une voiture garée non loin de l'appartement dans la nuit du meurtre. Un véhicule correspondant à celui d'un homme avec qui Alice aurait une liaison. Les enquêteurs le localisent et l'interrogent. Bien qu'il admet connaître Alice et avoir entretenu une relation intime avec elle, il nie toute implication dans l'affaire. Néanmoins, les liens de cette relation cachée jettent un doute supplémentaire sur Alice, qu'il commence à voir comme une femme manipulatrice et secrète. L'enquête commence à piétiner, mais la police ne relâche pas la pression sur Alice. Au fil des semaines, il lance des expertises sur les vêtements retrouvés sur les lieux de la découverte des corps et sur les objets personnels d'Alice. Les résultats de ces expertises ne fournissent cependant pas de preuves directes liant Alice au meurtre. Pendant ce temps, les médias s'emparent de l'affaire. La beauté froide d'Alice fascine le public, et les journalistes commencent à la présenter comme une femme au comportement mystérieux, voire glacial. La presse s'interroge. Alice est-elle une mère endeuillée, injustement accusée, ou une criminelle dissimulant son crime sous un masque impassible? Sous cette pression médiatique,
le NUPD décide de consacrer plus de moyens à l'affaire. Ils mettent sur écoute le téléphone d'Alice et renforcent la surveillance de ses allées et venues. Alice, exaspérée, commence à se plaindre publiquement de ce qu'elle considère comme du harcèlement, ce qui renforce encore l'attention des journalistes. Alors que l'enquête s'intensifie, un événement crucial change le cours des choses. Un détective expérimenté, Robert Kuhl, est assigné à l'affaire pour reprendre les interrogatoires. Kuhl, avec une réputation d'homme perspicace, mène un interrogatoire intense avec Alice, visant à briser son calme. Lors d'une des séances, Kuhl remarque une réaction particulière lorsque l'on évoque les détails des meurtres. Bien qu'Alice garde son calme, elle montre un léger signe d'énervement à la mention de certains détails, comme la strangulation de ses enfants. Kuhl utilise cette réaction et se lance dans une reconstitution de la nuit du drame, dans laquelle il suggère qu'Alice aurait pu étrangler les enfants après une dispute ou un moment de frustration. Alice, sous pression, commence à montrer des signes de stress et fait des déclarations ambiguës, ce que la police interprète comme des lapsus révélateurs. Sur cette base, la police obtient un mandat d'inculpation et décide de mener l'affaire en justice. Ils appuient sur ces détails troublants, les témoignages de voisins, ainsi que sur le comportement suspect d'Alice durant les interrogatoires et les funérailles pour soutenir l'accusation. En 1968, après 3 ans d'enquête, Alice Crimmins est enfin inculpée pour le meurtre de ses enfants. Le procès attire une attention sans précédent. Les salles d'audience sont bondées de spectateurs et chaque détail est relayé par la presse. Les témoins, amis et voisins d'Alice défilent à la barre. Certains parlent de ses relations conflictuelles, d'autres soulignent ses absences et ses nombreuses sorties nocturnes. Les avocats de la défense argumentent que les preuves sont insuffisantes, que la police a bâclé l'enquête en se concentrant trop rapidement sur Alice sans explorer d'autres pistes. Cependant, le comportement d'Alice et la couverture médiatique influencent lourdement le jury, qui finit par la déclarer coupable. Elle est condamnée à une peine de prison pour le meurtre de son fils et plus tard pour celui de sa fille. L'attention médiatique est telle que chaque détail, qu'il soit trivial ou important, est amplifié par la presse. Dès le début, il devient évident que ce n'est pas seulement la culpabilité ou l'innocence d'Alice qui est en jeu, mais aussi son caractère et son mode de vie. L'image de cette femme, mère de 2 enfants assassinés, est régulièrement attaquée. Ses choix de vie sont scrutés et jugés. Plusieurs voisins témoignent de ses sorties nocturnes, de ses rendez-vous avec des hommes après son divorce, de sa volonté affichée de profiter de sa liberté. Ils insinuent que son comportement n'est pas celui d'une mère éplorée. L'un des témoignages les plus frappants provient d'un ancien ami qui rapporte avoir vu Alice dans des situations compromettantes. Ce qui, bien que sans lien direct avec le meurtre, suggère une personnalité perçue comme égocentrique et éloignée de l'image maternelle traditionnelle. Cette stratégie vise à démontrer qu'elle aurait pu être indifférente au sort de ses enfants. Il souligne également le manque de preuves matérielles liant directement Alice au meurtre. Les avocats affirment que la police s'est trop vite focalisée sur elle en raison de ses choix de vie, occultant d'autres pistes qui auraient pu conduire à d'autres suspects. En particulier, la défense met en lumière certaines incohérences dans l'enquête, comme la mauvaise gestion des scènes de crime et le manque de suivi dans les premières heures critiques après la découverte des corps. Il souligne aussi les contradictions dans les témoignages de certains enquêteurs et les délais inexpliqués dans l'analyse des preuves. Mais malgré tous leurs efforts, la couverture médiatique est inévitablement biaisée. Les journaux titrent sur ses sorties nocturnes et ses comportements suspects, influant ainsi l'opinion publique et peut-être même celle du jury. Et elle est condamnée à une peine de prison pour le meurtre de son fils. Plus tard, lors d'un second procès, elle est également condamnée pour la mort de ses filles, scellant ainsi son destin. L'affaire Alice Crimmins reste une énigme pour de nombreuses personnes. Certains continuent de penser qu'elle était coupable, d'autres la considèrent comme une victime d'un système judiciaire influencé par les préjugés sociaux et les pressions médiatiques. Elle devient une figure controversée, symbolisant pour beaucoup la lutte entre l'image d'une bonne mère et celle de la femme libérée des années 60. Des documentaires, des livres et même des adaptations télévisées relatent cette affaire, alimentant les débats pour des décennies. Le nom d'Alice Crimmins reste gravé dans la mémoire collective américaine
comme celui d'une mère dont le mystère et la froideur ont fasciné et choqué. Ainsi, l'affaire Alice Crimmins continue de hanter l'imaginaire collectif, laissant une question persistante. Cette mère élégante et distante était-elle véritablement coupable du meurtre de ses enfants ? Ou a-t-elle été victime d'une époque où l'indépendance des femmes était encore perçue comme une menace ? Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.